Je dirais que c'est un des facteurs clés de réussite de la transformation, c'est vraiment le côté humain. Donc, personnellement, lorsqu'on fait ce diagnostic interne, on passe beaucoup de temps pour qualifier les compétences de ses collaborateurs, de ses collaboratrices. Bonjour Jérémy Benaïm, ravi de vous accueillir pour ce nouveau podcast des achats. Donc je rappelle, vous avez travaillé maintenant depuis plus de 15 ans dans les directions achats plutôt de grands groupes. Si j'ai bien compris, vous avez commencé chez Orange dans l'autre hémisphère, à Madagascar. Ensuite, vous avez navigué jusqu'à Londres, puis vous avez travaillé chez Amex, chez le groupe Aide, et ensuite chez Suez pendant quasiment 6 ans. Et à la suite de ces expériences, vous vous êtes lancé en consultant achat manager de transition, ce que vous faites depuis 1 an et demi maintenant. Et aujourd'hui, je vous accueille justement pour faire diffuser cette expérience du management des achats, et notamment la montée en maturité d'une direction achat, souvent d'une direction qui a plus vocation à faire de l'approvisionnement que de l'achat stratégique. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez nous présenter ce sujet à travers à la fois la manière de faire monter en puissance une direction achat peu mature vers une direction achat mature, et puis ensuite, comment les outils digitaux peuvent aider et surtout les indicateurs que vous suivez pour vérifier que vous avez atteint votre objectif. Donc, merci Jérémy. Je vous laisse compléter mon introduction et puis nous expliquer un peu comment vous gérez cette transition. Merci Olivier pour votre invitation. Donc, en effet, je suis intervenu sur certains clients majeurs dans leur secteur d'activité pour transformer des services approvisionnement en direction achat. Ce que j'ai pu constater, que ce soit en Afrique, en Europe ou sur d'autres pays, ces clients, ces sociétés ont des objectifs communs. Des objectifs orientés commerce, des objectifs orientés financiers. De manière générale, ce qu'ils cherchent à faire, c'est accélérer leur croissance sur des services rentables. Ce qu'ils veulent également, c'est acquérir de nouveaux clients en proposant de l'innovation. Et également, ce qu'ils veulent, c'est optimiser les coûts. Optimiser les coûts pour orienter leurs investissements et ainsi servir le client. Donc, je les ai accompagnés pour transformer des services approvisionnement et transformer ce service approvisionnement en direction achat. Donc, les bonnes pratiques se répètent, c'est-à-dire que d'une manière générale, ce qu'on fait, c'est on passe beaucoup de temps avec les prescripteurs. On passe beaucoup de temps également avec les fournisseurs pour comprendre l'écosystème de chaque pays. Et donc, on va proposer une démarche assez classique, je dirais. C'est-à-dire qu'on va analyser l'environnement interne et externe. Donc, on va faire une cartographie des dépenses. On va analyser également tout le potentiel de l'équipe. Et puis surtout, c'est bien comprendre les besoins de chaque prescripteur, bien comprendre ce que l'entreprise vend à son client. Donc, bien comprendre le client final, mais également comprendre les besoins internes. Et ensuite, on va analyser tous les contrats que l'on peut avoir avec ses fournisseurs en se focalisant sur le 20-80, c'est-à-dire on va lister quels sont les fournisseurs, les 20% qui représentent 80% des dépenses. Donc, une fois que cette cartographie et ce diagnostic sont réalisés, là, on va proposer au COMEX, donc au directeur général et ses équipes, on va proposer un plan d'action. Un plan d'action qui se doit être pragmatique. C'est-à-dire qu'on va proposer une gouvernance, on va proposer également un processus d'achat standard et aligné, et on pourra discuter que c'est un des points importants pour basculer vers une solution digitale. Et une fois qu'on a une gouvernance, un processus utilisé par tous, là, on va proposer des stratégies
par catégorie achat. Donc, on va beaucoup travailler avec les prescripteurs, on va travailler avec le contrôle de gestion pour proposer une nomenclature des catégories achats pour que le langage d'un acheteur soit compris par tous. Et donc, un contrôleur financier aura sa vision des choses sur un achat, un prescripteur et un acheteur également. Et donc, on proposera des actions qu'on peut appeler des quick wins à très court terme. On va proposer des actions de renégociation fournisseurs, on va proposer des actions pour obtenir des remises de fin d'année, et en parallèle, on va proposer également des stratégies un peu plus sur le long terme pour comment encadrer une dépense par type de coût, si on est plutôt sur des dépenses récurrentes, sur des dépenses d'investissement, par catégorie achat. Et de manière générale, on va dire que c'est une roadmap qu'on propose aux dirigeants et au directeur général. Et donc, une fois que ce plan d'action est validé, donc les acheteurs se mettent en ordre de marche avec les prescripteurs, et ce qui permet finalement d'apporter de la confiance, d'apporter de la transparence. Et surtout, ce qu'on nous a demandé, c'est de fournir un tableau de bord. C'est-à-dire que comment vos actions sont matérialisées, comment elles sont suivies, est-ce qu'il y a des objectifs, et si on atteint bien les objectifs. Donc, au début, on fait du fichier Excel, on va beaucoup travailler sur des bases de données Access, et une fois que on atteint un certain niveau de maturité, on se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser des tâches? Est-ce qu'on pourrait pas créer plus de productivité et passer beaucoup plus de temps sur de la relation fournisseur, sur accompagner un prescripteur pour concevoir un nouveau produit, pour proposer plus de valeur à son client, plutôt que de passer du temps sur un fichier Excel et sur un outil Access. Voilà. Et du coup, je me posais la question, du coup, quand vous arrivez sur une fonction qui est parfois abandonnée ou parfois managée, on va dire, sur des méthodes qui ne sont peut-être pas au bon niveau de maturité achat, l'enjeu des ressources humaines doit être particulièrement délicat à aborder parce que vous pouvez vous trouver avec une équipe qui ont des compétences complètement disparates, peut-être des très bons acheteurs, peut-être de très bons approvisionneurs, mais finalement, qui n'ont pas les mêmes enjeux, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes compétences. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point, sur comment vous, comment je vais dire ça, qualifier la compétence des ressources humaines, comment vous discutez ensuite avec chacun d'entre eux, peut-être pour les faire monter en compétences, voire même avec la direction générale pour leur dire, écoutez, si on veut y arriver, il va falloir faire des choix, il va falloir mettre en place des formations, il va peut-être falloir créer et scinder deux directions bien distinctes pour assurer la bonne gestion des compétences plutôt acheteurs, des compétences plutôt appro. Comment vous gérez ça au jour le jour? Mais en effet, hein, c'est un je dirais que c'est un des facteurs clés de réussite de la transformation, c'est vraiment le côté humain. Donc, personnellement, lorsqu'on fait ce diagnostic interne, on passe beaucoup de temps pour qualifier les compétences de ses collaborateurs, de ses collaboratrices, et surtout en faisant une distinction entre un approvisionneur et un acheteur. Et donc, je ferai le lien avec le processus achat puisque c'est clé. On a les étapes amont où on a besoin d'un acheteur et ensuite on a vraiment les étapes en aval où on a besoin d'un approvisionneur pour vérifier que les prix négociés dans un contrat cadre sont bien respectés dans une facture. Donc, ce qu'on a mis en place, on a mis en place des grilles d'évaluation de compétences. Donc, on s'est réunis avec la direction générale, avec la direction des ressources humaines, souvent avec la direction finance ou une direction industrielle, pour comprendre quelles sont les compétences clés attendues d'un approvisionneur
et d'un acheteur. Une fois qu'on a établi cette matrice, en fait, on mène des entretiens de qualification avec les membres de l'équipe existante pour les qualifier et surtout pour comprendre ce qu'elles veulent faire, pour leur expliquer les objectifs du plan de transformation et comment ces ressources peuvent aider, accélérer ce plan de transformation. Donc, une fois qu'on a fourni ces livrables, on discute et donc là, on propose une nouvelle organisation, qui correspond aux attentes de l'entreprise, qui respecte les besoins des clients internes et des clients externes. Et donc, je dirais que ça se fait naturellement puisque les équipes sont motivées, elles veulent bien faire, elles ont souvent besoin d'aide et elles peuvent être à un moment de leur carrière, elles peuvent être à un moment de l'entreprise perdues et elles ont du mal à se positionner. Donc justement, cette transformation les aide à se repositionner en faisant un focus sur les soft skills et les hard skills. Donc, on va, par exemple, on a créé des profils plutôt appro et donc acheteurs. Et donc, on joue beaucoup sur la motivation, sur la personnalité et en lien avec les compétences que cette personne, les compétences techniques en achat que cette personne peut avoir. Mais ce qui est important, c'est que c'est toute la partie formation. J'ai passé beaucoup de temps à former donc mes équipes sur les compétences attendues, mais surtout en interne à expliquer un acheteur n'est pas un approvisionneur et un approvisionneur n'est pas un acheteur. Donc on va organiser des ateliers par thématique avec les prescripteurs pour expliquer qu'on a une gouvernance achat, un processus achat avec des étapes clés et chaque profil a un rôle. Donc voilà, donc on passe beaucoup de temps là, sur cette qualification et sur de la formation pour accélérer la transition. Très bien. Donc, si je résume un peu cette manière d'aborder cette montée en maturité, on a tout d'abord la cartographie des achats qui permet d'avoir une visualisation complète des dépenses, un gros travail avec le contrôle de gestion et la finance pour arriver à parler, on va dire, le même langage en termes financiers, en termes achats, pour ensuite le diffuser aux collaborateurs. On a un enjeu RH qui permet de qualifier l'équipe en place et de voir comment la faire monter en compétences et avec quels moyens finalement on peut les faire monter en place. Et enfin, un enjeu finalement de crédibilité, comme vous l'indiquiez, de mettre en place des quick wins pour dire, regardez, rapidement, on est capable, avec une certaine organisation, de générer des économies rapides qui permettront d'attaquer des sujets beaucoup plus importants à long terme sur des sujets avec des économies beaucoup plus importantes. Et pour terminer cette partie-là, j'avais une question. Est-ce que le fait d'être manager de transition, du moins le fait d'être extérieur à l'entreprise, apporte finalement une crédibilité complémentaire à ce changement qui parfois peut être un peu dur sur certaines ressources humaines? Alors, ça peut aider à avoir déjà une neutralité. Ça peut aider également pour accélérer un plan d'action. Et surtout, lorsque je dirais qu'on est tête dans le guidon et qu'on peut être noyé par beaucoup de données, on est noyé par des influences diverses et variées. Un manager de transition peut aider à apporter des bonnes pratiques sur des contextes similaires, sur des secteurs d'activité similaires. Donc oui, ça peut être une source
de productivité et ça permettrait d'avancer plus rapidement. Parfait, très bien. Alors, je passe un peu au deuxième indicateur que je voulais aborder, c'est la digitalisation du processus achat. Vous avez indiqué déjà le fait de, quand on arrive, qu'il n'y a pas d'outils digitaux, en tout cas aux achats, on travaille avec Excel, on va dire, c'est vraiment l'outil clé des achats aujourd'hui. Pour autant, la transition du fichier Excel vers des outils source to pay prend souvent du temps. Il faut convaincre à la fois la direction générale, mais parfois aussi l'équipe achat qui n'ont pas la volonté nécessairement de faire cette transition en voyant un peu leur travail spolié par ces outils. Comment vous gérez ça? Qu'est-ce que ça apporte dans vos missions de mettre des outils source to pay? Alors, une fois qu'on a délivré, je dirais, les milestones du plan d'action qu'un responsable achat a promis à sa direction générale, on lui expose plusieurs scénarios. Et on lui explique que si on veut accélérer ce plan d'action, si on veut aller chercher plus de performance, plus d'innovation, on se doit d'automatiser certaines tâches. Donc, en fait, on a fait une distinction entre les missions et les tâches de chaque acheteur et de chaque approvisionneur. Et une fois qu'on a fait ça, ça permet de démontrer qu'il y a des tâches qui peuvent être automatisées, digitalisées, ce qui permettrait de gagner de la productivité sur les équipes en place. Ensuite, la deuxième étape, c'est on démontre que l'adoption d'un outil comme un source to pay, ça permet déjà d'avoir un outil qui est standard et qui est utilisé par tous dans toutes les BU, donc dans les pays, les marchés. Donc on a le même langage. Il y a un deuxième avantage, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de customiser l'usage, certaines fonctionnalités, et donc on a un processus achat de l'entreprise qui est totalement intégré dans l'outil, et surtout cet outil-là, le Stoopy, qui est interfacé à un ERP. Donc ça, c'est un avantage indéniable. Ensuite, on va pouvoir générer de la performance, puisque chaque outil en S2P permet à chaque acheteur, chaque manager et directeur achat de piloter tous les jours son activité. Par exemple, un acheteur qui a ses propres catégories, il va pouvoir voir ses dépenses, il va pouvoir vérifier sa base contrat avec des indicateurs liés à ses contrats, il va pouvoir également piloter son plan d'action et de savoir où il en est en temps réel par rapport au budget de gain achat qu'une direction financière donc peut attendre. Et ensuite, je vois, il y a un avantage important, c'est vraiment que c'est un outil collaboratif. C'est-à-dire que ça permet finalement l'acheteur, l'acheteuse et le chef d'orchestre au sein d'une entreprise, et ça permet de piloter de façon collaborative les relations avec un fournisseur, les relations avec le prescripteur, et d'avoir des informations très précises sur les contrats, sur les dépenses, sur les projets. Donc voilà, il y a vraiment 4 bénéfices que j'ai pu constater avec plusieurs entreprises et plusieurs fournisseurs. Oui, je vois. Alors, on est effectivement très focalisé en ce moment sur la digitalisation des achats. On sait, on va dire, par théorie, que ça apporte de la valeur ajoutée quoi qu'il arrive. C'est pas une surprise dans la vie quotidienne. Maintenant, est-ce qu'à partir de ces outils, vous mettez en place des indicateurs de performance que vous regardez quasiment tous les jours pour vous dire, et d'une, j'ai réussi ma transformation de ma direction achat,
De deux, j'ai réussi ma digitalisation des achats. Et maintenant, j'ai un tableau de bord en quasi temps réel. Et quels indicateurs je suis en tant que directeur achat pour me dire que tout se passe bien et tout est au vert? Alors, oui, en effet, on a plusieurs thématiques. Alors, bien évidemment, chaque entreprise a ses propres besoins et peut proposer ses KPI. Ce que j'ai pu mettre en place et ce que j'ai pu voir dans plusieurs entreprises, on va dire que c'est 4 thématiques. Donc, il va y avoir une thématique projet où là, on va en effet créer des KPI liés au projet. Donc, en fait, on va lister tous les projets. Donc, un premier KPI, c'est de faire sortir quels sont les projets qui génèrent plus de 80% des dépenses. Il y a un autre KPI, c'est quels sont les projets euh, avec un cost savings target, donc par rapport au budget, quelles sont les économies attendues sur ces projets-là. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une partie projet. Ensuite, il va y avoir une partie plutôt équipe, où là, en fait, il y a un premier KPI qu'on a pu mettre en place, c'est le nombre de projets par acheteur, avec la masse de dépenses, les économies attendues et réalisées. Également, ça va être le nombre de projets par bailleur qui sont faits dans un outil et qui sont faits en dehors de l'outil. Il y a quand même, quand on se glisse vers un outil digital, il y a une adoption qui est quand même difficile au départ, puisque ça change un peu le quotidien du fait d'une ressource achat. Euh, Ensuite, il va y avoir une autre thématique qui est plutôt budget. Donc là, en fait, on établit avec le contrôle de gestion, je dirais, la liste des projets qui vont générer des baisses de coûts prévues dans le budget. Et donc là, on va regarder sur... donc en général, on fait une cartographie du budget avec la nomenclature achat. Et donc, on va lister les projets qui sont censés générer X% de gains par rapport à l'année précédente. On va regarder également il y a un autre indicateur qu'on regarde, c'est par rapport au profil de la dépense, si c'est de la dépense récurrente, type OPEX, ou si c'est de la type investissement. Également, notre indicateur, c'est qu'on va qualifier le type de gain et le type de dépense si vraiment sur de l'impact PNL, ou alors si c'est plutôt de l'impact performance achat, dans le sens où mon compte de résultat n'est pas impacté par ce gain, mais j'ai mon acheteur qui a fait une négociation, donc c'est de la performance. Et ensuite, on va suivre des indicateurs sur les fournisseurs. Donc, on va regarder, donc on regarde les 50 premiers fournisseurs ou les 100 premiers fournisseurs qui génèrent plus de 80% de la dépense, et on regarde l'activité de ces, quels sont tous les projets sur ces fournisseurs-là, quels sont les bailleurs qui utilisent ces fournisseurs. Et également, on met en place des business reviews avec ces fournisseurs. Et donc, on va définir des KPI que l'on suit semestriellement avec ces fournisseurs. Donc, je dirais alors, bien évidemment, il y a plein d'indicateurs, mais ce que je recommande, c'est d'avoir déjà 3-4 indicateurs qu'on peut mesurer, qu'on peut suivre, où les données sont fiables, et surtout qui sont accessibles à toutes les équipes. Et donc, voilà, donc, je dirais qu'il y a 4 principales thématiques qu'un directeur achat peut mettre en place assez rapidement.
Très bien, merci. Effectivement, moi, je fais souvent l'allégorie avec la voiture, c'est-à-dire qu'on arrive à rouler en voiture à plus de 100 km/h en regardant finalement très peu d'indicateurs sur son tableau de bord, alors que derrière, il y a une machine hyper complexe qu'on ne serait pas capable de monter soi-même. Les achats, c'est un peu le même principe, c'est que la machine derrière est très imposante, mais il y a quelques indicateurs qui permettent de piloter les achats sans se perdre sur la route. Exactement, je partage totalement. Bien, merci beaucoup Jérémy pour cet échange et j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets dans un autre podcast achat dans quelques mois. Avec plaisir. Merci Olivier. À bientôt.